Je passe énormément de temps dans le suivi et dans l'accompagnement. Notre métier, comme je le disais, est un métier avant tout humain. Dans les grands groupes bancaires, dans certains grands groupes assurantiels, c'est d'abord la rentabilité qui prime avant l'humain. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, et je me qualifie comme ça, moi je me vois comme un médecin des finances. J'adopte avec l'expérience un calcul qui est simple. Dans ce que je fais, je mets 80% d'humain et 20% d'expertise. On a passé 4 heures de temps ensemble. J'ai pas vu le temps passer. C'est une réelle satisfaction. Moi, j'ai consacré ma carrière, ma première partie de carrière, sur l'humain et sur la gestion financière. Bonjour et bienvenue sur cette émission au cours de laquelle nous allons parler investissement patrimonial avec Serkan Bulut. Bonjour Serkan. Bonjour Célia, merci beaucoup pour l'invitation et encore merci d'avance pour l'échange qu'on va avoir durant cette heure. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir et bienvenue dans mes studios. Alors Serkan, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à devenir CGP? Quel est ton parcours? Oui, j'ai pas forcément un parcours atypique. J'ai un parcours qui est très dense, qui est très intense. J'ai démarré à l'âge de 14 ans dans les finances. Ça peut paraître un peu particulier, mais c'est vraiment une vocation, une passion que j'ai démarré à l'âge de 14 ans lorsque, je suis parti avec, mon père, dans un rendez-vous bancaire, classique et donc c'est là où est venue cette appétence, aux finances et je me suis dit: «J'ai envie d'être un jour à la place de cette personne-là en Ok. banque». Qu'est-ce qui faisait ton papa? Mon papa, je suis issu, d'un père ouvrier donc qui a travaillé toute sa vie, dans le bâtiment en l'occurrence, mais qui a aussi, eu toujours cette vision d'économie, de thésauriser, d'anticiper toujours comme dans les finances, le lendemain. Donc ce côté prévoyant-là tient aussi, de lui, sur moi. Donc 14 ans, c'est très jeune. J'ai aussi, à côté, beaucoup, analysé, même en étant très jeune, les marchés financiers. Comment pouvoir, optimiser la rentabilité, des comptes épargne et de la surface financière de mes parents. C'est venu très jeune et donc du coup, c'est pourquoi à l'âge de 18 ans, j'ai voulu vraiment être sur le terrain, en faisant un parcours court. Type BTS, pour pouvoir travailler vraiment, dans un cursus classique, au sein d'une banque. Donc j'ai fait 2 ans de BTS, et j'ai beaucoup appris et ça m'a validé le fait de pouvoir, travailler vraiment, dans les finances. J'ai commencé à l'accueil, à vraiment connaître vraiment, les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qu'une banque? À quoi ça sert une banque? Comment aller, je vais dire aller transmettre cette façon au client, de pouvoir avoir une relation main dans la main, dans la durée. Donc après ce BTS-là, j'ai directement attaqué dans une banque. Au sein de mon parcours, j'ai travaillé dans 3 banques principalement, 3 grands groupes bancaires que je ne vais pas citer. Et durant je veux dire, ces 3 grands groupes qui m'ont amené quand même pendant à peu près une vingtaine d'années durant, le secteur bancaire et j'ai appris énormément. C'était extrêmement formateur. J'ai commencé le guichet, je me suis auto-formé. Je suis ensuite, passé conseiller de clientèle, particulier, grand public, conseiller patrimonial. J'ai quasiment fait tous les postes au sein d'une banque. Hem, Entre-temps, j'ai aussi, évolué en termes de formation diplômante. J'ai notamment passé 2 bachelors. Un bachelor de conseil patrimonial, un autre bachelor en conseil professionnel pour pouvoir être à même, de conseiller une clientèle dite professionnelle. Hem Et une petite anecdote, lorsque j'ai passé à mon conseiller patrimonial, ma formation de conseiller patrimonial, mmh, qui était en même temps, de mon activité professionnelle. Heu, donc j'avais à la fois la casquette de conseiller et à la maison, à la fois cette casquette d'étudiant que j'avais remis, pour pouvoir, obtenir ce bachelor et avoir, cette base pour pouvoir conseiller une clientèle dite patrimoniale et durant ces 20 années d'expérience bancaire, il y a une chose, une valeur que moi
je mets vraiment en avant, c'est vraiment l'humain. Et je voulais, au sein de cette formation-là, de bachelor, nous passons devant un jury et nous devons préparer un dossier. Et je voulais, aborder une thématique qui me tient à cœur depuis, de toute manière, toute cette expérience dite bancaire et même dans des expériences passées, hem, c'était la déshumanisation de la relation clientèle. Et c'était un sujet qui me tenait à cœur, pour pouvoir, mettre en avant ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec cette surdigitalisation, nous avons notre secteur financier est un peu, pris à partie avec cette surdigitalisation. Et il faut pas oublier que notre métier, notre cœur de métier, c'est l'humain. C'est vraiment la gestion de l'humain. Et il est vrai que lorsque je suis passé devant ce jury-là, hem, constitué de 3 personnes, 2 personnes du jury ont trouvé ça formidable de mettre avant un sujet vraiment d'actualité, qui m'a pris des semaines, voire des mois de préparation. Quel était ton sujet exactement? Donc la déshumanisation de la relation clientèle. D'accord. Alors, hem, Et qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce qui, pour toi, faisait que la relation était complètement déshumanisée? internet, l'outil digital est très bien lorsqu'il est au service de l'humain et pas le contraire. Et donc la surdigitalisation au XXIe siècle est vraiment problématique, et bien et pas bien, et Et problématique. comment ça se traduisait? Heu, un exemple, Oui. suivre, conseiller un portefeuille, financier dans l'organisme, dans le secteur bancaire et dans les banques, hem, l'intelligence artificielle y rentre dedans. Et donc du coup, je ne voulais et j'ai toujours n ne je n'ai pas voulu rentrer dans cette spirale-là en me disant, heu: «C'est l'outil informatique qui va gérer les finances de mon client», et je n'ai jamais voulu. Et donc de ce fait, j'ai vraiment voulu mettre en avant cette spécificité-là qui fait qu'aujourd'hui, hem, la beauté de notre métier, c'est vraiment l'humain. Et donc du coup, j'ai eu, pour revenir à ma petite anecdote, j'ai eu un membre du jury qui était présidente de la faculté, qui m'a, réellement, octroyé une note éliminatoire, en dessous de 10. Ah, Alors que les 2 autres personnes étaient dans aux alentours de 15-16 de notes. et alors quelle a été sa justification? Que, c'était très contradictoire d'ailleurs, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Heu, Mon dossier est très bon, digne d'un article de presse, donc c'était très flatteur pour moi, mais dans le cadre d'un cursus scolaire, ça ne colle pas. Et là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait? Plus de chiffres, plus de finances? Peut-être. J'ai j'ai beaucoup axé moi plutôt sur plutôt le comportemental, Oui. vraiment. Et c'est ce qui fait, vraiment, je veux dire, ça incarne vraiment une des valeurs que que j'ai depuis de tant d'années. J'ai plus incarné l'humain que des chiffres. Et donc du coup, dans le cadre d'un cursus scolaire, ça ne collait pas forcément. Mais pourtant, les 2 autres membres du jury étaient vraiment, stupéfaits et m'ont dit: «C'est top». Oui, et puis peut-être que tu dérangeais aussi, peut-être que tu mettais un coup de pied dans une fourmilière. Exactement, aussi peut-être. Parce que c'est vrai que, de nos jours, lorsque on dit des choses ouvertement, il y en a que ça dérange. Oui, Et je me suis senti comme si mon sujet dérangeait un peu, comme tu oui. le dis si bien. Oui, parce que tu as mis en avant, l'effet néfaste du profit Exactement, avant, le fait de servir son client. tout à fait. Et donc du coup, pour terminer sur cette anecdote-là, j'ai dû me battre parce que je suis quelqu'un de très résilient, de guerrier, de base. C'est aussi l'éducation qui veut ainsi, que mes parents m'ont transmis. Et aussi, et je vais le souligner, cette approche-là est aussi, a été, développée, heu, durant 18 années que je continue avec, une formidable femme avec qui je suis marié depuis maintenant aujourd'hui, 13 ans, qui m'a aussi, tout le temps dit, et c'est vrai que ça je veux vraiment le mettre en avant: «Lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème». Et c'est vrai, et ce qu'elle dit est très juste.
Et je me suis souvenu de cette citation que je reprends de ma femme. Heu, Bah, aujourd'hui, il y a un problème, donc il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas, en tant que tel, avoir donné tant d'énergie, de temps, durant 1 an. J'ai fait beaucoup de sacrifices parce qu'en ce moment-là, nous avions 2 enfants et le petit était vraiment, en très bas âge. C'est beaucoup de sacrifices pour dire: «Une personne ne peut pas démolir ma volonté d'aller mettre en avant un sujet qui me tenait à cœur». Et donc du coup, je suis allé vraiment au-delà, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Je suis repassé avec un autre sujet, qui était là un peu plus chiffré, pour correspondre vraiment, aux attentes de la personne. Mais j'ai quand même, gardé le socle commun de la déshumanisation. Le sujet en lui-même était là, mais avec beaucoup plus chiffré, comme elle l'attendait. Donc parce que dans la vie, parfois, il faut savoir être malléable pour pouvoir, répondre aux attentes de quelqu'un. Et donc du coup, bizarrement, je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit: «J'ai en face quelqu'un qui est quand même battant». Et elle m'a mis une note de 10, même si j'étais pas très satisfait de la note, mais cela a permis d'aller, obtenir, mon diplôme de bachelor et exercer vraiment, le métier de conseiller patrimonial. C'est une anecdote, moi, qui me aujourd'hui, là, quand j'en parle, je suis même encore un peu ému. Pourquoi? Parce que, heu, moi qui concentre beaucoup mon énergie sur l'humain, heu, je ne pouvais pas accepter qu'une personne puisse détruire mes rêves. Et c'est extrêmement important pour moi et c'est ce que j'inculque à nos enfants, parce on a 2 beaux enfants, l'une qui a 10 ans et l'autre qui a bientôt 7 ans, heu, de bienveillance, d'entraide, de partage. Mais aussi surtout, dans la vie, j'ai aussi appris que soit nous sommes un lion, soit nous sommes un mouton. Et je préfère que cette future génération-là soit plutôt un lion ou une lionne que de subir quelque chose. Il faut savoir se dire: «Je ne peux pas accepter telle situation» et se défendre et aller bec et ongles, obtenir gain de cause. Donc j'ai fait ce cursus-là, donc j'ai eu deux diplômes qui ont fait que à la fin, au bout d'une vingtaine d'années d'expérience, j'ai arrêté le cursus, on va dire l'expérience bancaire en tant que telle. Heu, j'ai fait 3 banques, j'aurais pu faire encore d'autres banques. Covid est passé par là et c'était une réelle remise en question de l'épanouissement même, de mon métier. Même si c'est un métier passion, le cadre ne me plaisait plus. Et donc de ce fait-là, j'ai quitté le salariat pour me lancer dans cette merveilleuse aventure, entrepreneuriale depuis maintenant 3 ans et demi. Et je me suis associé avec, un groupe, expert dans la gestion de patrimoine, qui est le groupe Le Conservateur, qui a aujourd'hui 180 ans d'existence, en 2024. Donc et que j'exerce depuis, 3 ans et demi à peu près. Beau parcours. Donc Voilà, l'humain est au cœur de tes préoccupations. tout à fait. Comment est-ce que tu sers au mieux tes clients? Quel est ton accompagnement? Je passe énormément de temps dans le suivi et dans l'accompagnement. Heu, Notre métier, comme je le disais, est un métier avant tout humain. Donc j'ai une manière de travailler qui est parfois dite archaïque pour certains, heu, avec une combinaison de la nouvelle génération. Donc bien évidemment, l'outil informatique doit être au service de l'humain. Heu, Avant toute chose, lorsque je rentre en contact avec un prospect, un client, un audit patrimonial est forcément effectué, qui est inévitable. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les grands groupes bancaires, dans certains grands groupes assurantiels, c'est d'abord la rentabilité qui prime avant l'humain et le suivi. Je ne veux pas rentrer et je ne suis jamais rentré dans ce système-là. Et c'est se dire, je prends tout le temps nécessaire pour connaître la personne. Connaître la personne veut dire détailler 4 axes. Le premier axe, ça va être l'axe civil. Deuxième axe, l'axe fiscal. Troisième axe, l'axe économique. Et le quatrième, l'axe en termes de couverture de prévoyance.
C'est indéniable, il faut passer par ce stade-là pour pouvoir être à même ensuite, en fonction des besoins, des projets, avoir toujours cette approche dite globale. C'est hyper important. Ne pas avoir d'approche produit, parce que l'approche produit peut être du one shot et ensuite, la personne va s'en rendre compte. Donc avoir vraiment cette approche globale à 360°, c'est hyper important. Aujourd'hui, encore beaucoup de confrères ou de consoeurs, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a autant des bons et des moins bons dans notre secteur et dans tout secteur d'activité. Il y a à boire et à manger et donc de ce fait, ont encore cette approche dite produit. Donc cet audit patrimonial est essentiel pour pouvoir ensuite être en mesure de préconiser des solutions ou pas. Il m'arrive encore, même si c'est pas toujours le cas, de dire: «Je n'ai pas de solution pour vous. Je ne vais pas créer une solution alors qu'il n'y en a pas». Et donc tu décides de pas accompagner cette personne. Exactement et j'ai aussi une manière de travailler qui est aussi un peu, je veux dire, nouvelle par rapport à ce que j'avais en banque. Je travaille beaucoup en interprofessionnalité. C'est-à-dire? Je m'accompagne d'avocats fiscalistes, de notaires, d'experts comptables. Au sein de la structure du conservateur, il y a aussi une structure patrimoniale dans laquelle il y a des ingénieurs patrimoniaux. Donc, heu, j'ai un principe même qui est qui n'a pas changé depuis, que je suis né, c'est: «Je sais que je ne sais pas». Même si, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas être bon partout. On a nos spécificités, notre expertise qui a ses limites Oui, et qui est en constante évolution, bien évidemment. Il faut toujours s'auto-former, mais il ne faut pas dire: «Moi, je ne sais tout». La oui. la personne qui dit ça Mmh, est plutôt un menteur, oui. Et en donc pas digne de et tu ne confiance. peux pas tout faire non plus. Non, on ne peut pas être, le métier de conseiller en gestion de patrimoine et je me qualifie comme ça, est un métier, moi, je me vois comme un médecin des finances. Donc un médecin, c'est un médecin généraliste, donc qui a une vision globale des choses, qui a des acquis, qui a une certaine expertise et qui va ensuite, si elle n'a pas, heu, vocation à aller proposer des solutions parce que ce n'est pas dans son expertise, va aller s'entourer des personnes dignes de confiance pour pouvoir ensuite accompagner au mieux le client ou le prospect. L'idée, c'est que la personne soit satisfaite des services. L'idée, c'est de ne pas aller, déshabiller Paul pour habiller Jacques, du tout. C'est vraiment se dire: «J'ai, heu, une expertise et ensuite je vais m'entourer de professionnels compétents ou compétentes pour pouvoir accompagner au mieux et que la personne soit satisfaite au final». C'est ça le but. Donc cet audit-là, ensuite, on après l'audit, il y a ce suivi et accompagnement lorsqu'il y a les solutions qui sont mises en place. Comment tu opères ce suivi? Ce suivi-là, est quotidien. J'ai un suivi quotidien des solutions financières que je propose. C'est vrai qu'avec le groupe Le Conservateur a une spécificité sur une solution patrimoniale à part entière, que je ne vais pas forcément développer en tant que telle, qui s'appelle la tontine financière, d'accord? Mais de manière générale, les autres solutions patrimoniales classiques, un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation, un plan d'épargne retraite, et cetera, sont suivis quotidiennement. Donc c'est là où l'outil informatique est hyper important, pour pouvoir suivre au mieux les, les solutions que j'ai préconisées, toujours en adéquation avec 2 choses. La première, ça va être les besoins, les projets de la personne qui peuvent évoluer dans le temps. Toujours avoir cette approche court, moyen, long terme. Et la deuxième chose qui évolue forcément, c'est le contexte. Aujourd'hui, on a un contexte économique qui peut évoluer, on a un contexte juridique, on a un contexte fiscal, on a un contexte géopolitique qui peut évoluer. Et le conseiller en gestion de patrimoine doit avoir cette faculté-là de toujours être au goût du jour. Donc, sinon, si, comme beaucoup de contrats que j'ai pu soit déloger ou retransférer, qui ont été globalement dans des gros groupes bancaires, qui ont plutôt cette politique de masse, quantité versus qualité. Et donc du coup, on s'aperçoit et je m'aperçois quasi quotidiennement que, les solutions qui ont été mises en place il y a 10, 15 ans, 20 ans,
bah, forcément ne sont plus les mêmes d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est plus adéquat. Non. Mmh. Et donc du coup, mais parce qu'eux ont cette politique-là de masse. Moi, j'appelle ça des groupes bancaires, sont vraiment des usines à gaz. C'est la banque industrielle. Il y a la banque, il y a l'organisme industriel qui va vraiment prendre en masse, un perdu, 10 de retrouver. Voilà un peu la Mmh. politique. Est-ce Et que lorsque tu excuse-moi, je oui, te coupe. Est-ce que lorsque tu travaillais en banque, tu avais des directives particulières? On te exact, disait: «Non, tu consacres pas tant de temps, il faut faire ce chiffre-là, exactement, donc là, next, tu passes à autre exactement. chose, tu proposes ça, 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 ça et Mmh, pas autre chose». exactement. OK. Dans les grands groupes bancaires, de manière générale, il y a 2 choses. La première chose, c'est que oui, il y a une politique de la structure. Donc forcément, ils ont une vision des choses qui est plutôt globale et pas forcément, je vais dire, personnalisée en fonction du client. Alors que, moi, je compare beaucoup les grands groupes bancaires à le grand supermarché et les petits groupes, les indépendants, conseillers en gestion de patrimoine ou des family office et cetera, qui sont plutôt épiciers. Donc on fait plutôt du sur-mesure versus une quantité de clients à gérer et donc forcément une qualité de service qui ne va pas être au rendez-vous. Donc bien sûr que quand j'étais, en banque, il y avait cette politique-là à adopter. Des solutions, parce que j'aime pas le mot produit, des solutions, issues, d'un seul facteur, la rentabilité du groupe. Donc du coup, on devait, même si moi j'étais à contre-courant, pour ça que j'étais beaucoup en conflit avec des supérieurs hiérarchiques, où je ne proposais pas forcément la solution que la banque veut que je propose, parce que extrêmement rentable. Je me Mmh. disais: «Non, en face, j'ai un humain». Et Oui. je mets toujours ce parallèle-là. J'ai un humain et forcément, Mmh. elle a des besoins, elle a une situation qui doit aller en adéquation avec les solutions et pas l'inverse. On ne peut pas proposer un produit parce qu'il est rentable, Mmh. Bien sûr. Et est-ce qu'avec ton épicerie, ça reste une société? bien Il faut quand évidemment. même que toi aussi tu sois rentable, il faut que tu puisses vivre, que tu nourrisses tes 2 beaux enfants et ta femme. Heu, est-ce que t comment tu t'en sors? Ça va? Tu arrives à être rentable et à être aussi prospère qu'une grosse société? Heu, Peut-être pas de grosses sociétés, on va pas être, même si comme un peu tout le monde, on a notre vision, on a notre stratégie Mais à est-ce que le court, voilà, moyen, long terme. tu mets l'humain au cœur, tu fais en sorte de faire quelque chose de très personnalisé au niveau de tes accompagnements. Est-ce que c'est aussi comment tu t'en sors toi? Ça demande beaucoup d'énergie. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, j'adopte avec l'expérience un calcul qui est simple. Dans ce que je fais, je mets 80 d'humain et 20 d'expertise. C'est la fameuse loi de Pareto, donc Mmh. 80-20. Pas le contraire. Au début, j'ai essayé juste pour tester, parce qu'il faut savoir aussi tester des choses, heu, de de faire le contraire et je te garantis que le résultat n'est pas du tout le même. C'est du Mmh. simple au double. Je ne vais pas rentrer dans le système de rémunération en tant que tel, Mmh. mais aujourd'hui, en 3 ans et demi, Et quand tu dis résultat, c'est la performance pour ton client oui, ou tes résultats les pour 2, ta société? les 2, Les 2. exactement. Si on met les résultats au service de l'humain ou l'humain au service des résultats, c'est pas pareil. Quand on met l'humain vraiment et que le suivi est là et l'accompagnement est là, forcément, on a plus de force vive à aller suivre les solutions et donc du coup, une expertise supplémentaire et forcément des résultats pour le client autres et forcément, qui dit résultat, le client va forcément nous recommander davantage. C'est ce système aussi de recommandation, de bouche-oreille qui est extrêmement puissant aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas un bon accompagnement, il n'y a pas forcément de très bons résultats et donc du coup, forcément, la rentabilité va de pair. Donc, aujourd'hui, si je fais un comparatif avec, on va dire, avec mon salaire confortable que j'avais dans un gros groupe bancaire, Mmh. aujourd'hui, on était indépendant. Forcément, on ne compte pas trop ses heures, bien évidemment. Au bout de 3 ans et demi, j'ai on a des qualités, on a des défauts, on a des axes d'amélioration. J'ai pas encore trouvé cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle et je suis transparent avec ça. Mmh. C'est en cours, Ouais.
On y arrivera un jour. Parce que tu travailles beaucoup plus qu'en Exactement, banque? Mmh. exactement. Aujourd'hui, il y a pas de 35 heures en étant indépendant, en étant, et ni 70 heures. Je suis quasiment à 3 fois plus de, d'heures travaillées qu'en banque. Mmh. Ceci étant dit, il y a à peu près 3 fois à 4 fois plus de rémunération que quand j'étais en banque. Ouais. C'est proportionnel. Mmh. Heureusement quand Oui, même. exactement. Mais au début, Mmh. je vais quand même le souligner, les résultats ne viennent pas tout seuls. Oui. Il y a Oui. aujourd'hui un mal qui est aussi mis en avant en disant: «L'entrepreneuriat, au bout de quelques mois, nous arrivons à ces fameux chiffres de 10 000 € par mois» et cetera. Mmh. C'est faux. C'est faux, Mmh. on peut arriver à ces chiffres-là avec beaucoup d'abnégation, de Mmh. résilience, de travail acharné, oui. Oui. Intelligemment, Et 10 000 € de chiffre d'affaires ou de bénéfices? exactement, mais c'est vrai C'est pas qu'à juste pareil, titre, tout à fait. pareil. Beaucoup disent 10 000 €, mais Mmh. exactement, si c'est 10 000 € vraiment de salaire, Mmh. franchement, comme le disent, j'y vais aussi, je signe Mmh. de suite. Mmh. Donc 10 000 € de chiffre d'affaires avec toutes les charges que l'on a, Ouais. c'est pas la même donne que 10 000 € vraiment net dans sa poche. Donc mais c'est ces chiffres-là, moi, qui m'agacent un petit peu parce que, ça décourage beaucoup d'entrepreneurs. Mais Mmh. quand moi j'ai débuté il y a 3 ans et demi, bien évidemment, on commence de zéro. Il faut se faire une image, il faut se faire une notoriété, il faut se faire, les dents, il faut Mmh. un peu se casser la figure, remonter, se relever. C'est très Mmh. compliqué. Gagner la confiance. Exactement, mais ça se gagne avec le temps. Mmh. Il y Bien a sûr. un il y a, une citation, c'est pas une citation, mais Un adage. un adage Mmh. exactement du groupe, Le Conservateur Mmh. que j'adhère et que je trouve ça formidable, c'est savoir donner de la valeur au temps. Mmh. Et si tu veux donner de la valeur au temps, ce soit à la fois personnel et professionnel, il faut du temps. Mmh. Pour donner de la valeur, il faut du temps. Donc de ce fait, on ne peut pas, du jour au lendemain comme ça, sauf si, 2-3 cas de figure, j'ai touché un héritage, j'ai gagné au loto et Oui, cetera et ça cetera. Donc facilite les voilà, choses. exactement. Donc où j'ai papa, maman, où Mmh. j'ai grandi avec une cuillère en or, Mmh. dans la bouche, oui, Mmh. effectivement. C'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Ah, Est-ce que tu as un exemple d'accompagnement client dont tu es particulièrement fier? il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Est-ce qu'il y en a un ou 2 qui te vient en tête? il y en a un qui me vient en tête, hem, c'est une personne que je suis aujourd'hui depuis que j'ai débuté, heu, mon expérience bancaire. Ça fait, 20 ans que je suis dans les finances, même un peu plus. Je vais pas compter, l'âge d'adolescence. Heu, donc quand je suis rentré dans la première banque, c'est une personne, lorsque j'avais, occupé un poste de conseiller clientèle, qui m'a fait confiance. Pourquoi? Parce que ma vision des choses, hem, ma prévoyance, je veux dire aussi, le fait que, je sois toujours à l'écoute, mais de manière active, pas de l'écoute passive, fait qu'aujourd'hui, je le suis depuis 20 ans. Il m'a suivi dans chaque banque auquel je suis parti, heu et en 20 ans, on en a fait des choses et on continue à faire des choses et c'est ça qui fait la beauté de notre métier, qui est plutôt un métier passion pour moi maintenant, depuis tant de temps. Heu, j'ai vu grandir ces enfants. J'ai vu des hauts et des bas. Heu, c'est pas pour rien que je dis que moi, je me considère comme un médecin des finances. C'est vraiment être là. Moi, les finances aussi, notre métier, je le compare aussi à un couple. Mmh. Dans un couple, si l'un ou l'autre est là uniquement pour les bons moments, ça ne sert strictement à rien. Mmh. Ceci étant dit, si on est là aussi dans les mauvais moments, relever la personne, l'encourager, être présent. Et c'est ce que j'ai été et je suis avec cette personne-là. Et donc du coup, déjà en 20 ans, on a concrétisé beaucoup de projets qu'il avait à cœur. Projets immobiliers, études des enfants, et cetera et cetera. Donc et là, on est en train de construire une stratégie pour la retraite. Donc c'est vraiment, j'insiste sur le fait que, le suivi et l'accompagnement ne s'arrêtent pas uniquement à l'accomplissement des projets. Parce que, notre métier aussi, c'est suivre la personne jusqu'à la per que la même de génération en génération. Aujourd'hui, cette personne-là est grand-père et je vais commencer à aller suivre aussi les petits-enfants et je trouve ça très beau. Pourquoi? Parce qu'on a Mmh. une histoire à raconter et il y a pas plus tard que la semaine dernière, heu, j'ai mon fils,
Tu fais ce qu'il non, mais papa, tu fais quoi? Je comprends pas ton métier. Ouais. Il a 6 ans et demi, 7 ans. C'est pas facile d'expliquer à un enfant de 7 ans notre métier. Et alors, Heu, comment tu lui as et expliqué je l'ai ça? un peu formulé de la manière suivante: heu, les personnes dans la vie ont des projets, ont des objectifs. Donc toi, c'est d'avoir à Noël un cadeau, c'est d'avoir tel objet. Et d'autres personnes qui sont adultes ont aussi des projets pour peut-être acheter une maison, pour peut-être, heu gagner un peu plus d'argent, pour peut-être je vais pas parler d'impôts parce que sinon j'allais le perdre, pour peut-être, moins sortir d'argent de sa poche. Et donc du coup, je leur donne quoi? Ils me disent quoi? Bah, du bonheur. Du bonheur et cet accomplissement-là pour pouvoir concrétiser leur projet. Vraiment la satisfaction. Ah oui, donc en fait, il me dit: «Tu rends heureux les gens». Oui, parce que les finances aujourd'hui, c'est malheureux en France. On a une pédagogie financière et une éducation financière catastrophique. Et je pèse mes mots. En plus de 20 ans, il y a eu des choses positives, des évolutions. Mais aujourd'hui, un enfant, petit enfant, il faut savoir lui donner les moyens avec des choses simples, passer du temps avec lui, avec des jeux de société éducatifs, lui donner de l'argent de poche pour qu'il puisse gérer ça. Nous, nos enfants aujourd'hui ont de l'argent de poche. La grande a 10 ans, le petit, il a bientôt 7 ans. Mais déjà, ce sont des bases extrêmement importantes d'avoir la valeur et la notion de l'argent. Pour Mmh. pouvoir ensuite, plus tard, se dire, oui, je vais aller faire tel investissement ou tel investissement, etc. Donc, il a un peu plus compris ce que je faisais, euh, même si c'est encore un peu faux, bien évidemment, pour lui. Mais ce côté-là est extrêmement important aujourd'hui, de pouvoir, oui, rendre heureux les gens, satisfaire leurs besoins, oui. Pas uniquement côté financier. J'insiste sur le côté et avec cette personne-là, que je suis depuis, une vingtaine d'années, limite, j'ai différentes casquettes et ça me va. Je fais même assistant social, je fais même psychologue, je fais même, voilà, conseiller financier et cetera. Mais c'est vraiment cette multitude de casquettes qui fait qu'aujourd'hui, moi, je m'épanouis, mais à 200. Mais parce que je suis aussi passionné par ce que je fais. Ça joue Mmh. quand même. Parce qu'il y a des personnes qui, travaillent très bien, mais qui ne vont pas au-delà de leur champ d'action, entre guillemets. Et donc du coup, mais c'est OK aussi, là-dessus, c'est aucune critique. Mais c'est vrai que ce côté un peu se surpasser et répondre aussi à d'autres besoins parce que, si la personne, elle se confie en moi, je ne vais pas la recaler. Je suis pas comme ça. Donc du coup, de ce fait, je m'ouvre. Donc si la personne, elle s'ouvre, forcément, je vais m'ouvrir et donc du coup, ça donne réellement des très belles histoires à raconter. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Il y a tellement de choses. Mmh. Heu, c'est la relation, c'est la relation humaine. C'est, heu On peut faire plein de choses. On peut solutionner beaucoup de projets, mettre en place des stratégies patrimoniales. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas les solutions qui manquent. C'est plutôt l'absence ou le manque de suivi et d'accompagnement humain qui est pour moi un peu problématique. Donc c'est vraiment ce contact-là, quand j'ai des proches, des amis, des confrères qui me disent: «Comment tu fais pour passer 3, 4 heures, 5 heures on a un rendez-vous?» Mmh. «Je peux pas, Mmh. c'est pas possible». Tu fais comment? Et en face, la personne, elle en a pas «marre» entre guillemets? Ah non. Pourquoi? Pas parce que, on parle tellement de choses diverses et variées que, la personne, quand elle regarde la montre, à la fin, on dit: «On a passé 4 heures de temps ensemble. J'ai pas vu le temps passer». C'est une réelle satisfaction pour moi et de manière générale, c'est ce qu'ils disent les personnes disent: «Mais puis on a passé 4 heures, 5 heures. La semaine dernière, j'ai fait un rendez-vous de 5 heures avec, 2-3 heures de route aller, 2-3 heures de route retour, donc j'ai passé ma journée Mmh. chez elle». Mais et c'est OK pour moi. Parce que derrière, la personne a rien dit. Mais purée, vous passez du temps à expliquer les choses simplement et sur des notions compliquées parfois et beaucoup de fois dans le domaine des finances, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de choses complexes, mais que je l'explique avec mes mots,
avec cette pédagogie et éducation financière que j'ai pu construire en une vingtaine d'années. Et donc du coup, les personnes quand elles me disent: «On a passé 4 heures, 5 heures de temps ensemble», mais j'ai pas vu le temps passer. Même si derrière, on ne travaille pas ensemble, pour moi, c'est une satisfaction. Parce que j'ai fait mon rôle de conseil humain avant tout, au-delà des solutions que l'on peut proposer après, Est-ce que tu te vois toute ta vie CGP? même après la mort. Oui, mais moi j'ai consacré, hem, ma carrière, ma première partie de carrière, pas encore tout à fait la première, on va dire encore une dizaine d'années vu que j'ai bientôt 40 ans, heu, sur l'humain et sur la gestion financière. Donc je me vois pas faire autre chose. Même, je m'étais posé la question quand j'allais quitter la banque, il y a à peu près 4 ans, en me disant: «Est-ce que je me réoriente, je me reforme sur un autre métier?» J'ai tourné dans tous les sens, que je sais pas faire autre chose. C'est vraiment ça et ça fait 20 ans que je suis dedans. Je me suis baigné dedans à l'âge de 14 ans. Donc forcément, à un moment donné, je me dis: «Non, je peux pas aller faire autre chose». Sauf si vraiment demain, il y a une grosse crise mondiale et que tout s'effondre et que, il faut recommencer de zéro, je le ferai. J'irai pas me réorienter sur une autre profession parce que, bah, je c'est une vraie vocation quotidienne et une passion. Donc j'ai vraiment centré ma carrière dedans. Dans le contact, dans la relation clientèle. Parce que je l'ai pas dit, mais pendant la banque, j'ai aussi fait pas mal de je veux dire d'activités, professionnelles, mais toujours centrées sur la relation clientèle. J'ai été travailler dans la restauration rapide. J'ai été travailler dans le bâtiment. J'ai été travailler j'ai fait commercial porte-à-porte, hyper formateur. J'ai été travailler, dans le textile en tant que vendeur. Donc j'ai fait quasiment tous les secteurs d'activité divers et variés, mais toujours avec le contact humain. Se mettre dans un bureau et voir Mmh. personne, c'est pas fait pour moi. C'est pas pour toi. Non, non. Très bien. Est-ce que, avant de clôturer cette émission, tu as une dernière anecdote que tu voudrais nous partager? Personnel ou professionnel? Comme tu le souhaites. Je vais te partager une anecdote, professionnelle. Heu, ça rejoint un peu l'anecdote, personnelle au niveau des études. Heu, une des raisons qui m'ont aussi fait quitter ce monde bancaire, c'est aussi, l'humain à l'intérieur qui, parfois n'est pas n'a pas les mêmes valeurs que moi. Les valeurs de bienveillance, les valeurs de respect, d'entraide et de partage sont extrêmement importantes pour moi. Et il y a une personne dans le secteur bancaire qui m'a bloqué réellement de pouvoir évoluer dans des postes à haute responsabilité. Et donc du coup, je pense que la personne avait peur que je prenne sa place. Et donc du coup, a fait des pieds et des mains. Mais vraiment et qui m'a vraiment, bouleversé au moment-là parce que à créer des erreurs que je n'avais pas faites, à essayer de tout faire pour que je ne puisse pas évoluer sur ce poste-là. Moi qui porte vraiment de l'importance à l'humain, si mais vraiment, l'humain peut aussi faire ça, Mmh. être aussi «cruel» entre guillemets. Ça me fait penser aux dessins animés, quand j'étais jeune, heu des dessins animés Disney où, derrière, oui, il y a vraiment la méchante, la sorcière et ça me et je sais aussi à 38 ans, j'ai encore ce côté enfant, hein, donc qui est qui est toujours là. Tout le monde a un côté enfant et donc du coup, au moment-là, en rentrant à la maison, parce que je suis aussi quelqu'un de très sensible, hem, j'en ai pleuré sur la route en me disant: «Mais comment une personne peut être aussi malveillante, aussi méchante que ça, juste pour un poste, juste pour le titre?» Et donc du coup, et c'était vers bon ça tombait bien, comme quoi la vie est bien faite, c'était vers, la 19e, 20e année d'expérience bancaire et je me suis dit et c'est là où il y a eu le covid et donc je me suis dit: «C'est pas possible. Je ne peux pas évoluer, encore dans ce monde-là parce que Mmh. l'humain n'est pas au centre de la relation et des préoccupations».
Ça a été l'élément déclencheur pour te Exa lancer? un des éléments déclencheurs et aussi Mmh. le covid qui a fait qu'on a pris plus le temps Mmh. à aller se Ouais. consacrer sur vraiment notre épanouissement et le cadre dans lequel on veut travailler. Mais, cette anecdote-là est vraiment, même là quand j'en parle, je suis un peu ému parce que, heu mais la chose que je peux dire, entre guillemets, «au fin fond de moi» et aussi à cette personne-là qui m'arrive de la côtoyer de loin, merci. Mmh. Merci de Bien sûr. m'avoir donné cette occasion-là de de changer ma vie, parce que l'entrepreneuriat a réellement changé ma vie et je pèse mes mots, même si ce n'est pas simple tous les jours, faut pas se leurrer. Mais, c'était un déclic. C'était un réel déclic au moment venu qui faisait très mal bien évidemment, mais ensuite, qui était vraiment un élément déclencheur. Voilà. Génial. Merci beaucoup Serkan de nous avoir partagé ton histoire Merci et à ta toi. passion. Si les personnes qui nous regardent souhaitent, te contacter, où est-ce qu'elles peuvent le faire? Je suis relativement présent, et très présent sur LinkedIn, donc elles peuvent me contacter soit directement par message privé. J'ai toutes mes coordonnées mes coordonnées, au niveau de mon profil, donc ou par email ou par, téléphone, donc je suis joignable, Sur je LinkedIn, Serkan Bulut. c'est ça, exactement. Très bien. Un grand merci Serkan. C'est moi qui te remercie, Merci pour ton histoire, ta passion. avec grand plaisir. Bravo à toi C'est gentil à et toi. bonne Merci beaucoup. continuation. Merci Serkan. Merci beaucoup.